Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation en compagnie des bombardiers de la réinformation avec Richard Dessèze à mes côtés, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Au menu ce soir, Donald Trump. Après avoir tourbillonné pendant 10 jours, le président américain a fini par attaquer l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche 22 juin. Revenant donc sur ses promesses de ne pas engager les États-Unis dans un conflit étranger à leurs intérêts vitaux, il a ordonné des frappes sur 3 sites nucléaires iraniens pour appuyer l'offensive israélienne. Pour justifier, je cite, cette très belle frappe, ce sont ses mots, à ses électeurs, comme à Téhéran et aux autres acteurs internationaux, il a eu recours à une parade rhétorique qui m'a un peu rappelé les frappes chirurgicales contre l'Irak et le Kosovo de Bush et Clinton, puisqu'en bombardant Ispahan, Fordo ou Natanz, donc les 3 sites abritant du nucléaire iranien, il a dit qu'il n'attaquait pas l'Iran en tant qu'État, mais seulement son arsenal nucléaire. Et la nuance semble de taille. Alors, est-ce que néanmoins il a eu raison ou tort ? Comment expliquer cette décision surtout ? Quelles peuvent être les conséquences auprès des Américains, donc de ses électeurs, éventuellement de son opposition, et puis surtout, quelles peuvent être les conséquences dans le monde ? Emmanuel Macron va-t-il laisser passer une demande ? Il va convoquer un conseil de défense, forcément. Forcément, et nous en attendons les décisions bientôt. En tout cas, nous en parlerons dans un instant. Retour en France, ensuite, avec une note de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui déplore l'impact négatif de l'immigration, je cite, sur la croissance, la compétitivité et le budget français. Ce qui contredit de manière assez flagrante les récentes conclusions de la fondation gauchiste Terra Nova, qui, elle, est à la pointe de la créolisation de la France, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, et qui nous explique qu'évidemment, l'immigration est une chance pour la France. Merci, on ne l'avait même pas préparé. Mais évidemment, voilà, on connaît la pièce. Sale temps pour Terra Nova d'ailleurs, puisque après l'Observatoire de l'immigration, c'est la Fondation Jean Jaurès, proche du Parti Socialiste, elle, qui explique qu'afin de reprendre le pouvoir, la gauche doit renoncer, je cite encore, à la vision microcosmique et diversitaire de Terra Nova. Diversitaire, c'est de moi, microcosmique, c'est de eux. De Terra Nova pour s'emparer des questions de sécurité et d'immigration, à l'instar de ce que d'autres gauches font au Danemark ou en Suède pour justement assurer des responsabilités. Notez que cette proposition ne repose pas tant sur le fait que l'orientation terranovesque et cynique est contraire aux intérêts de la France et des Français. Simplement, la Fondation Jean Jaurès juge qu'elle est inefficace au vu de l'impossibilité de fédérer des minorités souvent antagonistes et du fait que les Noirs et les Arabes font peur à l'électorat français âgé et potentiellement électeur de gauche, dans la petite mesure où on ne touche pas à sa sécurité et ses intérêts privés. Voilà, donc les étrangers sont bienvenus, forcément bienvenus, comme dirait l'autre, mais un peu plus loin. Par exemple, samedi, à la fête de la musique, l'électeur Bobo, potentiellement lecteur de la Fondation Jean Jaurès, a vu que ces représentants de la diversité pouvaient venir parfois beaucoup trop près. Et à Paris, à Angoulême, à Tours, un peu partout en France, en fait, des violences ont perturbé les festivités. On a trouvé des personnes en soins intensifs après les tentatives de meurtre à l'arme blanche. On plaisante, mais c'est extrêmement grave. Des centaines de personnes envoyées aux urgences pour des motifs moins graves. Des lynchages de personnes par des bandes ethniques. Des agressions par milliers, des voitures brûlées, des incendies volontaires, des pillages de magasins. Enfin bref, la litanie que l'on connaît. Alors, comment expliquer cette mystérieuse inflation de violence et leur renouvellement à chaque événement public ? Peut-on y mettre un terme ? Et faut-il s'attendre aux mêmes violences à l'occasion du 14 juillet ? C'est dans quelques jours. Bref, que fait l'État ? Que fait la police ? Que devrait-il faire donc pour permettre aux Français de s'amuser sereinement, comme avant quand c'était mieux ? Quand c'était mieux sans eux. En parlant de spectacle, en voilà un qui ne produit aucune violence, mais qui a le tort pour la gauche de magnifier nos traditions, notre histoire, notre civilisation. Et c'est sans doute pour cela que les gauchistes donc, ont attaqué Murmure de la Cité, qui est un spectacle historique jugé réactionnaire en demandant à la ville de Moulins, dans l'Allier, de rompre son partenariat avec les organisateurs et surtout aux collectivités publiques de supprimer leurs subventions.
Enfin, s'il nous reste un peu de temps, et sinon nous le traiterons la semaine prochaine, parce que c'est un grave sujet aussi, nous parlerons des suites données en Angleterre au scandale des grooming gangs, donc ces groupes de musulmans pakistanais qui, avec la complicité passive ou active des autorités anglaises, ont violé et asservi des milliers de jeunes filles blanches, parce que précisément c'était des jeunes filles blanches et anglaises. Voilà, donc je vous invite, chers auditeurs, à nous envoyer vos messages, vos questions, vos réactions à l'adresse courriel suivante courtoisie@rc.fr ou à téléphoner à notre standard au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85 et nous lirons vos réactions à l'antenne. Alors, pourquoi Donald Trump a-t-il fini par attaquer l'Iran ? Voilà, il a finalement frappé, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, et le président américain a ordonné des frappes donc, sur 3 sites nucléaires iraniens, malgré ses promesses de ne pas engager les États-Unis dans un nouveau conflit, et après avoir appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la retenue, à la diplomatie. Et après coup, donc, il assure avoir agi pour arrêter la guerre, et alors qu'une majorité malgré le fait, donc, une majorité des Américains, dont une partie de son camp, semble tout à fait hostile à cette action. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'un de vous veut attaquer, si je puis dire ? Richard, je vais répéter ce que j'ai entendu ce matin de la part de tous les gens passionnants et intéressants et compétents qui viennent sur Ligne Droite. Ceci est une bande d'autopromotion. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que Trump, effectivement, envoie 3 bombes et que les experts nous disent qu'aucune irradiation, aucune émaniation radioactive n'a été observée. Autrement dit... Ça, c'est normal. C'est comme le nuage de Tchernobyl. On nous explique qu'on a détruit des installations nucléaires avec de l'uranium enrichi et que ces installations qui étaient supposées produire, selon Jean-Noël Barrot, cet expert que le monde nous envie, des bombes immédiatement et rien. En fait, pas la moindre radioactivité n'est décelée. D'autres disent, on a vu des convois de camions sillonner les montagnes iraniennes et il semblerait en fait que les Iraniens aient été prévenus de la manière dont les États-Unis allaient les bombarder, que ces bombes qui ont prétendument détruit, selon l'inénarrable Trump qui explique qu'aucune armée au monde n'aurait été capable de faire ce qu'il a fait et que ça y est, le problème nucléaire iranien est réglé définitivement et enterré sous quelques millions de tonnes de gravats, en fait, il n'y aurait aucun véritable dommage, il y aurait juste une espèce de geste spectaculaire à destination des Israéliens qui seraient maintenant placés devant le choix, soit de croire le narratif américain que le problème nucléaire iranien a été réglé, soit d'accuser les Américains de mentir, ce qui est un peu gênant quand on sait que les Israéliens sont totalement dépendants des États-Unis. Donc, peut-être Trump, à sa manière à lui, a tranché le nœud gordien, c'est-à-dire en déclarant une fausse guerre, tout en prévenant bien à quel point, bien sûr, il s'agit de distinguer l'homme de l'œuvre, et le pays de l'installation. et le pays de ces installations nucléaires, et que le fait de condamner Roman Polanski ne signifie, le fait de condamner Khamenei et ses installations nucléaires ne signifie absolument pas que l'Iran est en guerre avec les États-Unis. Ne réveillez pas un Délois qui dort. Voilà. Est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Xavier Van Lier, vous vouliez prendre la parole ? Oui, Richard disait Israël est dépendant des États-Unis. Oui, à bien des égards, Israël est dépendant des États-Unis. Mais en revanche, ce qu'on a peut-être observé aussi, c'est que Trump est dépendant de certaines franges de son électorat, et notamment des franges les plus sionistes de son électorat, qui ne se limitent pas aux Américains de confession juive, mais aussi aux évangélistes, qui pèsent comme de très gros bataillons et qui ont une vision un peu messianique, pour le moins, du destin d'Israël. En fait, ce que je pense, c'est que cette affaire-là, que n'a pas décidé Trump, au fond, moi je suis persuadé que Trump ne voulait pas de cette intervention, même de l'intervention israélienne, mais qu'on lui a un petit peu forcé la main et qu'il n'a pas eu le choix. Et que dès lors que le coup est parti, eh bien, comme souvent, les guerres, on les commence, on sait comment on les commence, on ne sait pas comment on les termine, eh bien, il est entraîné dans une sorte de processus guerrier qu'il n'avait en réalité pas souhaité, puisqu'il était en plein pourparlers avec les Iraniens au sujet de leur programme nucléaire. Je vous interromps une minute, oui. Xavier, pour surenchérir justement sur ce que vous dites. C'est-à-dire que les Israéliens ont frappé
dans le courant d'une vague de négociations et 48 heures avant une nouvelle rencontre entre des Américains et des Iraniens. Voilà. Donc, je suis pas loin de penser d'ailleurs que l'opération israélienne n'était pas tant au démarrage un bombardement visant à neutraliser le programme nucléaire iranien que des frappes contre les négociations. Vous voyez, c'est-à-dire que leur premier objectif de guerre, dans un premier temps, à mon avis, c'est de faire capoter ou rendre caduque tout processus de négociation sur le nucléaire iranien. Ça me semble regrettable car si on pense réellement qu'il est souhaitable que l'Iran n'ait pas la bombe, à mon avis, la négociation et la pression sur l'Iran me semble une meilleure méthode que celle des bombardements. Parce qu'on se retrouve finalement dans un monde désormais où il devient absolument clair que la possession de la bombe offre une immunité, alors que sa non-possession expose à toutes les avanies. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve après cette magnifique opération, avoir effectivement une planète entière qui contemple que pour jouir d'une véritable souveraineté et pas être à la merci d'un certain nombre de gens, eh bien la seule façon c'est de posséder la bombe atomique. Donc on peut prédire une ère Prolifération. de prolifération nucléaire probablement massive. Voilà. Charles-Henri Deloy, Jean-Yves Le Gallou. Charles-Henri. Oui, écoutez, moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est que ça fait coup double, c'est-à-dire que bon, on parle plus déjà de Gaza, je pense que déjà ça fait un peu diversion, et que Ils construisent des hôtels. Là, oui. Voilà, ça leur laisse le temps de faire les plans d'urbanisme. Mais non, plus sérieusement, je pense que Trump n'a pas eu trop le choix, parce que c'est quand même l'allié d'Israël, ça c'est pas un secret, et que si ça n'avait pas été les Américains, ça aurait été Israël qui l'aurait fait. Donc là, ça lui permet d'avoir encore la main sur Israël et de lui dire, bon, bah maintenant, de dire à Netanyahou, maintenant tu peux te calmer, j'ai fait le boulot. Bon, après, moi j'ai toujours appris qu'en droit international, il y a quelques règles, mais à la fin, c'est toujours la loi du plus fort. Alors effectivement, comme l'a dit Xavier, à partir du moment où vous avez la bombe atomique, vous êtes à peu près certain d'être un petit peu tranquille un certain temps, sauf si on trouve autre chose après, c'est rien, encore plus puissant, mais enfin bon, pour l'instant, ce qui m'a toujours d'ailleurs un peu étonné, c'est que les pays non possesseurs de la bombe atomique acceptent, non, justement, ils n'acceptent pas, mais bon gré, mal gré, font semblant d'accepter que ce soit les pays qui l'avaient dans les années 60 qui ont fait un petit club pour dire ce sera nous qui déciderons qui peut l'avoir ou qui ne peut pas l'avoir. En l'occurrence, je préfère que ce soit les Américains que les Iraniens. Alors je sais que on n'aime pas trop les Américains quand ils se mêlent de nos affaires, mais les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. Entre les Iraniens, grande civilisation perse, et les Américains, je me sentirais quand même plus proche des Américains, même protestants, même messianiques, que des musulmans, soient-ils perses ou pas. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je dois faire deux remarques. La première, c'est qu'en 2007, il y a eu un livre important qui est paru aux États-Unis, écrit par deux universitaires, d'Omer Shemer, qui était consacré à l'EPAC, c'est-à-dire l'American Israelian Political Action Committee. Bon, en gros, le lobby israélien, dont ces universitaires expliquaient à quel point il avait un rôle très important sur la vie politique américaine, sur les présidents américains, sur le Congrès américain. Je crois qu'aujourd'hui, même si Trump, qui a d'ailleurs toujours eu des positions pro-israéliennes très clairement affirmées, a finalement envoyé quelques bombardiers sur l'Iran, l'engagement des États-Unis ne paraît pas aussi évident, aussi massif, et en tout cas aussi unanime qu'il l'aurait été il y a probablement une vingtaine d'années. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a un certain recul de l'influence du lobby israélien sur la politique américaine, même si sans doute reste-t-il encore très important
Il est plus costaud que le lobby ukrainien, en tout cas, pour l'instant. En tout cas, il y a eu débat. Il est sans doute plus costaud que le lobby ukrainien, certainement. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on est en droit de s'interroger sur les buts de guerre d'Israël. Est-ce que les buts de guerre d'Israël, c'est la neutralisation des installations nucléaires iraniennes, ou est-ce que les buts de guerre d'Israël, c'est le changement de régime à Téhéran? Voilà. J'ai quand même tendance à penser, compte tenu du fait que les bombardements semblent continuer, semblent être extrêmement diversifiés, et pas seulement sur les sites nucléaires. On tape des prisons en ce moment. Hein. Semble viser les prisons pour libérer les criminels. Ce qui restera des criminels. On ne sait pas trop. Semble viser aussi d'autres, les gardiens de la révolution, donc les piliers en quelque sorte politiques du régime. Donc je pense qu'on est plutôt dans une opération changement de régime. On voit d'ailleurs la promotion du fils du Shah, le Shah qui avait été débarqué plutôt avec l'aval des Occidentaux il y a une quarantaine d'années, il y a 45 ans, le Shah d'Iran. On voit aujourd'hui les mêmes Occidentaux promouvoir son fils dans les médias. Bon, c'est assez étrange. Donc, il y a probablement une volonté de changement de régime. Bon, le problème du changement de régime, c'est qu'on a vu ce que ça a donné en Libye, en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, c'est-à-dire en gros des guerres qui n'en finissent pas et des masses de réfugiés qui arrivent sur l'Europe. Alors moi, je crois qu'il faudrait dire très clairement, quel que soit ce qui arrive au Proche-Orient, nous ne prendrons pas de réfugiés palestiniens, nous ne prendrons pas de réfugiés palestiniens et nous ne prendrons pas non plus de réfugiés iraniens ou des minorités iraniennes ou des chiites iraniens, je ne sais encore. Nous ne voulons plus de réfugiés. Eh bien, sur ces forts propos, est-ce que Richard, Xavier ou Charles-Henri avaient un mot à rajouter là-dessus? Non, oui. Il parlait à sa secrétaire. Si. Allô? Vous m'entendez? Oui, je disais, non, ce qui est cocasse, pour bien rire un peu, c'est la réaction de notre fameux ministre des Affaires qui lui sont étrangères, qui s'est quand même précipité pour dire on n'y est pour rien, on n'a rien décidé. Sans blague. Oui, alors ça, j'avoue que même le Conseil de sécurité réuni par Emmanuel Macron avec Conseil de défense, avec quand même des petits airs vaguement comiques. Faut être honnête, ça fait un peu Macron va jouer dans le bac à sable. Comme si on était encore pris au sérieux. Ouais. Et puis en plus, avec un côté de dégonflé qui sent bon la crainte du soulèvement des banlieues en disant surtout restez calme, hein, c'est oncle Sam qui a fait le boulot, c'est pas nous. Alors moi j'ai une question. Attention quand même sur les banlieues. Les banlieues, c'est de l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, dans cette affaire, est plutôt allié d'Israël, que ce soit le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, c'est un islam chiite qui, objectivement, n'est quand même pas très présent dans nos banlieues. Donc, oui, mais ils peuvent faire un raccord avec le Hamas et Gaza. Oui, il est présent dans les manifestations de LFI, puisque maintenant, LFI, après avoir distribué des drapeaux palestiniens, distribue les drapeaux de la République islamique iranienne. Ouais. Alors moi, je m'interrogeais, donc, Richard évoquait le fait, nos autorités plutôt, ou les autorités expliquent qu'il n'y a eu aucune conséquences en termes de nucléaire, donc de... Comment peut-il dire ? Pour le moment, on n'a pas mesuré de niveau de radiation exceptionnel. Voilà. Donc, moi, je m'interrogeais quand même sur la question de la véracité du motif. Pardon d'avoir l'air un peu complotiste, mais après tout, on a quand même connu les couveuses irakiennes, on a connu les armes de destruction massive de Saddam Hussein, avec Colin Powell au siège de l'ONU en train d'agiter sa petite fiole. Hein. Est-ce que la menace, est-ce que vous croyez à cette menace imminente donc de l'Iran accédant à l'arme nucléaire, un peu comme Dr No dans James Bond arrivait à faire l'arme de destruction ultime avant que... Il y avait un article dans Les Échos qui était intéressant où ils expliquent que l'uranium enrichi, quand il est enrichi à 5%, sert effectivement à l'électricité civile et que pour avoir un uranium militaire, il faut l'enrichir à 90% et même plus.
Et là, donc, la plupart des pays qui ont une industrie nucléaire civile enrichissent leur uranium à 5%. L'Iran l'enrichissait à 60%, sans qu'on ait l'impression qu'ils aient développé une nouvelle technologie de nucléaire civile. Donc, le fait qu'ils tendent à obtenir l'arme atomique est probable. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'idée que si l'Iran avait une arme atomique, forcément, elle s'en serait servie. Alors, toute la dissuasion nucléaire repose donc pour tous les pays qui l'ont, y compris le Pakistan qui l'a et qui n'a pas atomisé l'Inde, et pas forcément uniquement parce que Trump a réussi à sauver la paix du monde, une fois de plus, comme le font si souvent les Américains depuis 2 ou 3 siècles. Toute la dissuasion nucléaire repose sur le fait de ne pas utiliser l'arme. Et ça revient à ce que disait Xavier Van Lierde au début. Les Iraniens comptaient avoir peut-être, sans doute, l'arme atomique pour devenir inattaquables, comme l'est la Corée du Nord, comme l'est le Pakistan, etc. Autrement dit, pour avoir un instrument de dissuasion face à une réprobation universelle justifiée à cause du régime des mollahs, face à une crainte existentielle normale pour le régime, sinon pour le pays, avec Israël qui assassine à tour de bras les dirigeants militaires et les scientifiques civils. Donc, le fait que quelqu'un désire acquérir une arme ne signifie pas qu'il va l'utiliser. Alors, les Israéliens expliquaient qu'ils avaient l'intention, que les Iraniens, donc, les dirigeants iraniens, avaient l'intention de le répandre justement auprès de groupes terroristes. Et après tout, il est vrai que l'Iran a objectivement eu une attitude de soutien à des groupes terroristes. Ça fait 46 ans que l'Iran ne se cache pas de vouloir démolir Israël. Oui, mais de le démolir à l'arme atomique, c'est un peu différent parce que quand on regarde le minuscule pays qu'est Israël et la manière dont les Palestiniens, y compris ceux du Hamas, sont dispersés sur toute la surface du pays, balancer une bombe atomique sur Israël, c'est à coup sûr tuer autant de Palestiniens que d'Israéliens. Et autant d'Arabes musulmans que d'Israéliens juifs. Les Américains n'ont pas hésité à bombarder les côtes françaises pour libérer la France. Voilà. Tout le monde n'est pas aussi stupide que les Américains, en fait. Et aussi pervers que les anglo-saxons en général. Décidément, c'est une tout le monde n'en garde pas non plus un bon souvenir. Voilà. Xavier, il faut quand même réaliser, je pense, même si c'est plutôt impopulaire dans la plupart du spectre médiatique aujourd'hui, qu'il s'agit d'une guerre préventive dans laquelle on s'autorise le droit de bombarder un pays, d'assassiner certains de ses dirigeants, non pas en raison de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il pourrait faire ou de technologies qu'il pourrait acquérir à l'avenir. C'est quand même une sorte de rupture de paradigme juridique, à mon sens majeur. C'est pas la première fois que ça se produit. Non, la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Sur le même, exactement. Ce sont les mêmes arguments. L'OTAN l'a fait en ex-Yougoslavie parce qu'il y allait avoir un génocide, etc. Il y a quand même une petite, une rupture quand même assez inquiétante à laquelle je pense malgré tout qu'on ne peut pas applaudir sans quelques réserves ou sans quelques craintes. Ça exigerait au minimum un peu de tempérance. Et l'autre remarque, c'est qu'on nous a vendu dans un premier temps que Israël faisait le boulot pour l'Occident, et puis quelques jours après, en fait, c'est l'Occident qui est obligé de faire le boulot pour Israël. Ça doit quand même être noté, parce que ça commence à être un peu fatigant de laisser croire qu'en réalité, Israël, sans cesse, grâce à sa bravoure, défend l'Europe qui serait lâche, etc. Je ne crois pas que ce soit cette lecture, et pour sortir de cette lecture, il ne s'agit pas d'agonir Israël. Israël défend son propre intérêt national, a son propre agenda géopolitique et le poursuit avec obstination, et peut-être raison, mais on n'est pas obligé de croire que c'est le nôtre. On peut conserver une vision de nos propres intérêts, et en l'occurrence, je pense que la situation stratégique et les grandes données qui feront que la France sera dans telle une situation enviable ou pas, eh bien, que le fait que Téhéran ait la bombe ou pas, c'est vraiment le cadet de nos soucis, et ça n'aurait rien changé à notre position. Et c'était certainement pas une menace existentielle, car Téhéran n'est pas obsédé par la France, et il ne cherchait pas à acquérir cette bombe pour aussitôt la lancer sur l'Europe dans un désir de revanche apocalyptique, suicidaire. Tout ça relève de la fable. Et donc c'est un peu fatigant à la fin de devoir sans cesse adopter
le discours d'autres pays que le nôtre. Revenons à notre propre intérêt national, examinons-le sereinement. Ensuite, on peut considérer que ça nous mène à prendre telle ou telle décision, mais en tout cas, cette boussole-là doit revenir, parce que sinon, nous ne serons que des fétus de paille et des proxys dans les mains d'autres puissances. Ça m'a étonné d'ailleurs cette intervention américaine, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment, enfin l'espace d'une seconde, quand on voit l'action, que les États-Unis avaient quasiment été utilisés comme une société militaire privée par Israël, un peu comme on a pu voir Wagner russe intervenir au Mali. Enfin, c'était phénoménal, ce sentiment qu'ils ont été sonnés, quoi, et qu'ils ont accouru. C'était très très particulier. Voilà, je sais pas si... Alors... Et en plus en payant. Et en plus en payant, oui. Jean-Yves Le Gallou ? Juste une anecdote. Il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, il y a le film de Tom Cruise, Maverick, qui est sorti, qui a été d'ailleurs un très grand succès. Et le sujet du film, même si c'est pas dit évidemment explicitement, c'est un raid de l'aviation américaine sur un site nucléaire situé dans des montagnes et qu'on accède depuis la mer. C'est très réussi. Et ça anticipait peut-être que ça préparait l'opinion à ce qui s'est produit, même si c'est pas exactement avec les mêmes avions. Oui. L'US Air Force est cinéphile, donc il y a des... alors... je pense que les services sont capables de différents pays de donner quelques idées aux scénaristes. Oui. Alors, d'autant qu'ils mettent leurs moyens à la disposition des producteurs. Absolument, oui. Ça, c'est une vraie pratique américaine, effectivement, que nous n'avons peut-être pas l'intelligence de faire suffisamment fortement, d'ailleurs. L'histoire montre quand même que c'est bien joli de négocier, mais il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier, puisque eux-mêmes ne respectent pas leurs propres promesses. Par conséquent, c'est toujours pareil, la France a la manie de se dégonfler, de laisser faire et de ne pas défendre ses alliés. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 et on a vu où ça nous a amené. La France... On peut pas... Comment ? La France doit-elle devenir entre en situation de co-belligérance pour des objectifs qui ne sont pas les siens ? Est-ce que ça vaut c'est une autre question. C'est une autre question, mais on ne peut pas en peut-être vouloir qu'on ne se débalonne pas, qu'on se Américains. souvient simplement que ça ne vaut pas le coup d'être mêlé à une guerre. C'est un autre débat. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à Israël de défendre ses intérêts et de faire des guerres préventives. Je vois pas en quoi. C'est ce que je dis. Nous, on est des dégonflés. Mais non. C'est là où ça bascule. C'est-à-dire que Israël défend ses intérêts fort bien. Oui. Si la France défendait les siens, fort bien aussi. Alors ça, c'est une autre question. Lorsque nous ne sommes pas mêlés à quelque chose, c'est pas forcément par lâcheté. Ça peut être aussi parce qu'on considère, malgré tout, un petit reste peut-être de conscience de nos moyens ou de nos intérêts. J'étais d'accord pour la deuxième, pour l'Irak, même la première guerre avec l'Irak. Ça, je suis d'accord. Bon, on va passer. Tout s'explique. On va laisser les auditeurs s'exprimer. Et ensuite, il y a un petit sujet que j'aimerais encore traiter avant de passer au sujet suivant. Les frappes de Trump semblent avoir surtout enterré toute possibilité de diplomatie, l'art diplomatique supposant à la fois un respect de la partie adverse et un respect du droit international établi au fil du temps comme seule solution pour atténuer les conflits au profit des belligérants. La perte de confiance va entraîner à contrario une course aux armements nucléaires, la fin des accords de non-prolifération. C'est exactement ce que Trump prétend empêcher. Bibi entraîne ses affidés vers l'abîme. On avait mal compris, MAGA n'est pas Make America Great Again, mais Make America Grim Again, grim sinistre. L'alignement sur les plus extrémistes de Tel Aviv est une défaite morale évidente. Quelle est donc la puissance réelle de l'État sioniste Konon Askandet ? Il est certain que vous n'omettez pas d'écouter les meilleures émissions de Radio Courtoisie. Vous avez donc écouté Jacques Beau chez Sérapion. Ce chef des renseignements suisses, il n'est pas chef, ayant travaillé à l'OTAN et à l'ONU, nous a informé avec insistance que l'Iran n'est pas du tout sur le point d'avoir une bombe atomique. Ça tombe bien, la CIA l'avait dit aussi avant lui. L'émission a largement porté sur l'autorité du récit médiatique qui impose au monde politique d'agir selon la réalité fictive qui ne cesse de marteler. Cette situation ne s'était encore jamais vue. Bon, là, le fait qu'il y ait eu de la propagande, ça doit dater à peu près de la guerre de Troie. Oui. Ayant été en 1968 en Iran du temps du Shah, j'avais trouvé un pays dynamique, en plein développement, avec des femmes visibles et à la mode et des Iraniens accueillants. J'ai donc été malheureux en voyant la République islamique réprimer une bonne partie de sa population. Est-ce pour se faire pardonner leurs graves fautes en 1979 que les États-Unis, mais aussi la France, ont décidé de réparer les dégâts qu'ils avaient commis ? Ça m'étonnerait. Bonsoir messieurs. En tout cas, la France, non.
Bonsoir messieurs, visiblement, oui, on ne voit pas bien ce que la France a fait. Visiblement, les États-Unis attaquent l'Iran non pas à cause de l'armement nucléaire mal évalué, mais uniquement parce que l'Iran est le principal allié de la Russie au Moyen-Orient dans un affrontement géopolitique prévu par Tocqueville il y a près de 2 siècles. Et c'est vrai que la Russie paraît ne pas avoir beaucoup réagi. Non, alors en revanche, c'était le dernier sujet sur ce conflit que je voulais évoquer. Peter Hegseth, donc, qui dirige le Pentagone aux États-Unis, a souligné que les bombardements n'avaient pas pour but un changement de régime, ce qui aurait, dit-il, auguré une opération beaucoup plus longue. Donc là, on revient sur le récit trumpien, qui consiste à dire, comme Vance et comme Trump, nous avons seulement tapé les objectifs nucléaires iraniens sans volonté de changement de régime. En revanche, Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, a déclaré aujourd'hui que la Russie avait refusé, je cite, de s'associer à la proposition américaine d'un changement de régime à Téhéran, en disant que seuls les peuples ont le droit de changer leur régime. Donc là, il y a quand même quelque chose... Attention, parce que dans la position américaine... C'est un peu bizarre. Il ne faut pas oublier Je précise que c'est une révélation de Radio Courtoisie, pardon de le faire, mais après tout, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Mais dans le tableau, vous avez vu qu'il y a quelques heures, je ne sais plus quand exactement, Donald Trump a lui-même laissé entendre qu'un changement de régime à Téhéran, pourquoi pas, en concluant avec le style baroque qui le caractérise, MIGA, Make Iran Great Again, pourquoi pas. Ouvrir des supermarchés. Voilà. Et laissant donc ouverte la question d'un changement de régime dont ils ne seraient pas les acteurs au premier chef, mais bon, la perspective n'avait pas l'air de l'embarrasser plus que cela. Oui. Et je veux dire que Mais c'est surtout que là, le Kremlin vient quand même de dévoiler un peu le poteau rose, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant cette déclaration, il révèle que les Américains les ont contactés pour ça, alors que la Maison-Blanche dément avoir cette intention. C'est quand même... Oui. Étonnant, alors pour le moins. qu'il y a une part de secret dans les visées des États, c'est certainement pas neuf, ne soyons pas naïfs, mais il est assez inquiétant quand même de voir de la part des Américains des opérations de grande duplicité. C'est-à-dire que lorsque Trump, au lendemain des premières frappes israéliennes, dit « Ah, en fait, on était au courant, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait croire aux Iraniens qu'on était en négociation, c'était pour qu'ils soient moins vigilants », ce genre de déclaration a quand même évidemment... provoque des ravages dans la confiance. Oui, dans la confiance que tout pays peut avoir dans les États-Unis, dans les États-Unis, dans leurs initiatives diplomatiques, dans leurs discours diplomatiques. Et donc ensuite, il ne faudra pas pleurnicher si le Sud global, comme disent les Russes, se disent « Oh là là, ils sont pas fiables, on va se trouver d'autres partenaires » ou s'auto-organiser pour construire un autre ordre international plus protecteur, en tout cas pour eux-mêmes. Il faut rappeler que les États-Unis s'étaient comportés d'une façon honteuse à la suite de la chute du Shah, où ils ont participé à sa chute d'ailleurs, mais ils ont refusé de l'accueillir quand il était très malade, parce qu'il avait un cancer en phase terminale. Ils ont refusé que l'avion atterrisse sur le sol américain. Et maintenant, ils essayent alors, je ne sais pas si les informations sont bonnes, mais ils essaieraient de remettre son fils sur le trône. Ça serait une juste réparation, on va dire. Oui, ça me semble un peu bizarre. Je ne crois pas trop. Non, je crois pas non plus. Il a vraiment l'air d'un fantoche complètement dépassé par les événements. Oui. Il a la tête d'Is No Good. C'est incroyable. Je donne pas cher de sa peau. Il n'y a aucun peuple doué d'un peu de fierté qui pourrait accepter de voir quand même se faire imposer une sorte de... vous avez vu la gueule des mollahs aussi de l'extérieur. Vous préférez la gueule des mollahs? Mais non, mais vous savez... c'est surtout que ça sera de l'instabilité, c'est ça la réalité. Beaucoup d'Iraniens, à mon avis, ne souhaitent pas les mollahs, mais ne voudront pas non plus, parce que je pense que ça reste quand même un peuple fier. D'un fantoche posé par une puissance étrangère. Et puis surtout, l'Iran est une mosaïque de peuples et encore une mosaïque de religions. Donc, ça va surtout être une mosaïque de populations armées et qui vont sûrement faire comme l'Irak. Parce que quand Charles-Henri vous dit que les Américains n'ont pas été très courtois avec les Iraniens, mais ils ne l'ont pas été non plus avec les Irakiens, avec les Afghans, avec les Ukrainiens. C'est-à-dire, c'est phénoménal. Ces gens engagent des conflits, soutiennent des pions et les laissent tomber. Saddam ils l'ont fait avec les Kurdes également. Saddam Hussein, qui n'était pas un fantoche, lui, tolérait toutes les religions sur son sol, y compris les chrétiens.
Ah bah oui, non mais je parle des Non, Américains. mais c'est pour ça que je dis, Oui. c'est quand même mieux que les mollahs, à mon avis, qui ont fait semblant de protéger les chrétiens Oui. Ah bah, le nationalisme du arabe Liban, avait mais au moins ce qui... mérite de la stabilité, ça c'est sûr. Ouais, bon. Alors, est-ce qu'il nous reste quelques messages avant qu'on Oui, passe à au propos sujet de suivant l'Iran, je trouve un peu d'anti-américanisme primaire, sous-entendu chez ceux qui s'expriment en ce moment. Je ne suis pas partisan des guerres préventives, mais je ne vais pas pleurer sur un régime qui a tué lâchement des Français et qui est ouvertement hostile à la France. Quant au régime suivant, bof. Regretter qu'un régime hostile soit remplacé par un régime hostile, bof. En fait, alors personnellement, j'ai pas d'affection spéciale pour l'Iran non plus, hein. Mais disons Enfin, que pour les mollahs, en tout cas. pour les mollahs, en tout cas, oui, pour l'Iran, pourquoi pas, mais c'est surtout le chaos que cela peut encore et encore provoquer. C'est-à-dire que comme s'il n'y avait pas déjà assez de désordre en Libye, en Irak, maintenant en Syrie, on voit bien, tout le monde a applaudi l'arrivée de Al-Jalawi en Syrie, et maintenant on voit très bien ce qui se passe. Enfin, c'est à nouveau le désastre. On voit des Alaouites sur les marchés aux esclaves, on voit des attentats dans les églises. Enfin, c'est vraiment ça le problème. Et là, on est quand même, malheureusement, dans cette longue vue américaine qui nous ramène aux néoconservateurs qui avaient vraiment ce plan délirant d'éradiquer, d'imposer une espèce d'islam sunnite aligné sur l'Arabie Saoudite et inféodé aux États-Unis et protégeant Israël. C'était le plan des années 90. Et c'est terrifiant parce qu'on dirait qu'ils n'y ont pas renoncé et qu'ils le font à coup de chaos. Ils cassent tout et ils espèrent qu'ensuite on va reconstruire une belle Riviera, quoi. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Ça crée des misères, ça crée du malheur, ça crée du terrorisme chez nous, ça crée des flux de réfugiés qui viennent saccager nos pays et notre fête de la musique. Et voilà les conséquences réelles de ce chaos. C'est pour ça qu'on peut contester l'action américaine. Parce qu'à la fin, ça nous regarde. C'est Sarkozy, hein. Oui, c'est Sarkozy, c'est vrai. Oui. Sarkozy, l'américain. Mais aussi, on a notre lot de conneries aussi. Hein. On se met toujours du mauvais côté. Alors, on va passer au sujet suivant, parce que le temps passe. C'est l'immigration. Donc, c'est un vieux serpent de mer. Hein, mais dans une note publiée par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, le directeur donc, de cet observatoire, qui s'appelle Nicolas Pouvreau-Monti, a démontré que l'immigration, je cite, entretient un cercle vicieux qui nuit à l'emploi et à l'économie française. Elle aggrave les problèmes structurels de l'emploi en France, dégrade les comptes publics et pénalise indirectement les secteurs exposés de l'économie. Alors, le sujet est connu, hein, beaucoup d'experts s'affrontent, des gauchistes qui prétendent que l'immigration est une chance pour la France, et puis des personnalités comme Jean-Paul Gourevitch, qui, avec l'association Contribuables Associés, publie très régulièrement des études qui me semblent assez fouillées et riches et sérieuses, pour montrer que l'immigration coûte, en fait, un pognon de dingue, pour parler comme un président. Comme un président, voilà. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher sur cette étude, ce que ça vous inspire, et ce qu'on peut en retirer, selon vous. Il y a un côté querelle d'experts, évidemment, chaque fois qu'on aligne des chiffres. L'Observatoire de l'immigration a conquis une espèce de légitimité scientifique. Alors évidemment, les gauchistes, par principe, contestent tous les chiffres qui ne vont pas dans leur sens et ils préfèrent aligner les leurs. Dans cette étude, ce qui est clair, c'est quelques indicateurs, comme par exemple le nombre d'immigrés qui sont effectivement au travail. Et on voit bien que sur des critères équivalents, le sexe, l'âge, le niveau d'études, les immigrés sont systématiquement moins employés que les Français, les Français de souche, pour le dire de cette manière-là, et qu'il y a au contraire une espèce de captation de l'ensemble des prestations sociales au profit de la population immigrée. Et que ça ne vient pas uniquement des tensions sur le marché de l'emploi et d'un racisme systémique qui éloignerait les immigrés et leurs descendants du marché de l'emploi. Ça vient plutôt d'un calcul risque-bénéfice bien fait de la part des immigrés qui se rendent compte que le système français leur permet de vivre
beaucoup plus honnêtement que dans leur pays d'origine, et même d'ailleurs de subventionner une partie de leur pays d'origine avec des flux d'argent qui repartent vers les pays maghrébins ou subsahariens. Sans parler des autres types d'immigration, mais qui sont quand même moins nombreux en France. Et surtout moins nombreux dans ce type de comportement. Bon, il n'y a pas de statistiques ethniques, elles sont interdites en France, mais enfin, quand on lit bien, on se rend compte que c'est quand même les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne qui sont les principaux concernés par ce genre de choses. Donc, on ne peut plus tenir aujourd'hui cette fiction d'une immigration qui serait rentable, d'une immigration qui serait nécessaire pour la pérennité du modèle social, etc. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la France le dit une fois de plus à travers de l'Observatoire de l'immigration, mais que d'autres pays, y compris dirigés par la gauche, et je ne parle pas de Keir Starmer, mais donc les pays septentrionaux, étaient déjà arrivés aux mêmes conclusions qu'en fait, l'immigration n'est pas uniquement une immigration climatique, politique ou religieuse, c'est aussi une immigration d'aubaine et qu'il y a un effet d'aubaine à venir dans les pays avec de forts systèmes de redistribution sociale. Bon, là, maintenant, une fois de plus, le constat est fait, le constat est posé. Après Contribuables et Associés, c'est l'Observatoire de l'immigration. Que vont faire les politiques? Que vont dire les politiques? Xavier? Oui, je voudrais d'abord rendre hommage à Pierre Miloz. Pierre Miloz est un haut fonctionnaire français qui avait rédigé au tout début des années 90, peut-être en 1990 précisément, un rapport qui portait son nom, le rapport Miloz sur le coût de l'immigration, qu'il avait réalisé pour le Front National, qui ne s'appelait pas encore le Rassemblement National, et qui était donc précurseur en la matière. Mais évidemment, à l'époque, il y avait un tir de barrage, alors que c'était un rapport très bien fait par un haut fonctionnaire de grand talent, et qui fait penser à l'étude de l'Observatoire de l'immigration, parce que c'est un rapport essentiel, c'est un rapport vraiment économétrique, où on alignait des coûts, on regardait les contributions, et de l'autre côté, ce que recevaient en retour, pas en retour justement, les immigrés. Bref, on faisait la balance des coûts et des bénéfices, évidemment très, très négative. Déjà. Et donc, on le savait. On redécouvre quand même un petit peu la Lune, même si on faut se féliciter que ce soit fait. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on n'est que dans l'économétrique. Ensuite, il faut ajouter à ces coûts, au sens strict du terme, d'autres conséquences. Moi, j'en veux une majeure, c'est une forme de paresse et de refus de l'innovation. On parle, par exemple, beaucoup des métiers en tension, métiers pénibles, que donc les immigrés, eux, seraient d'accord pour faire, alors que les Français ne le souhaitent plus. Eh bien, à partir du moment où on rentre dans ce processus, eh bien évidemment, on casse la dynamique d'amélioration des conditions de travail, qui serait évidemment la plus légitime. Parce que quand on parle d'innovation, c'est pas que l'innovation technique, elle peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à l'amélioration de la productivité. Pardon, mais ça peut être aussi tout simplement l'innovation managériale, organisationnelle, enfin bref, tout cet élan qui fait que, grosso modo, il est moins pénible de travailler aujourd'hui qu'avant-guerre, et même aujourd'hui que dans les années 50, voire dans les années 70. On peut se demander si dans certains secteurs, eh bien, on n'est pas en train de rater le tournant du recours à la robotique. Exactement, c'est ce que j'allais dire, comme les Japonais l'ont fait depuis au moins 30 ans déjà. Depuis 30 ans. Précisément parce qu'ils refusent l'immigration. Exactement. Exactement. Et que voilà. Donc ça, c'est un coût caché qui, je pense, je crois, n'est pas pris en compte dans ce rapport. Et puis aussi d'autres coûts indirects redoutables et bien plus importants, probablement à moyen ou à long terme, que les coûts immédiats. Eh bien, c'est par exemple la façon dont l'immigration pèse sur les résultats scolaires et le niveau scolaire des Français, parce que il est bien évident que lorsque des tas de populations quand même moins immédiatement formées ou ne parlant pas le français et issues de sociétés différentes de la nôtre, eh bien, ça pèse énormément sur le niveau scolaire général. Et dans un monde où quand même et l'économie et la performance vient de la connaissance, c'est pas une très très bonne affaire. C'est pas une très très bonne affaire. Et je pense que pour une part, pas seulement, mais pour une part, cette immigration massive et notamment massive subsaharienne contribue à faire chuter la France dans les classements PISA, c'est-à-dire qui calcule le niveau scolaire des élèves. Et ça, on ne va pas le payer tout de suite.
on va le payer dans les 20 ou On commence à le 30 ans payer à quand venir. même, Xavier, parce que Oui, quand oui, on on voit commence parce que ça fait un l'effondrement du moment que ça niveau dure. des profs... Ça fait un moment que ça dure, Ouais. mais l'immigration subsaharienne ayant explosé ces 15 dernières années, et beaucoup étant encore élèves, étudiants, lycéens, collégiens, je pense que ça va devenir encore plus massif d'ici peu. Ouais. Charles-Henri Gallois, vous vouliez Oui, prendre la parole. alors effectivement, alors, je salue ce rapport parce qu'il y a quand même un progrès intellectuellement, c'est que maintenant on a quand même la possibilité d'en parler. On a le droit de parler d'immigration, ce qui n'a pas été le cas quand même pendant 40 ans. Exact. Et souvenez-vous que la moindre remarque là-dessus, c'était considéré comme une lepénisation des esprits. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette expression. Comment l'oublier? Voilà. Alors, même Giscard avait eu l'audace, sans doute, pour se faire pardonner d'avoir décidé le regroupement familial. Il avait dit dans les années milieu 80 que la France était victime D'une immigration-invasion. voilà, invasion, etc. Alors, après, à la Giscard, il avait rebroussé chemin en disant un grand déplacement de population. C'est plus correct. Enfin, donc il y a quand même déjà cette avancée intellectuelle. Et on nous a aussi quand même menti pendant des années. Enfin, certains partis n'étaient pas dupes, mais en nous disant que le taux d'immigrés était stable. Mais en oubliant une chose, c'est qu'on naturalisait à tour de bras. Donc évidemment, si vous naturalisez encore plus que le taux de venue, bah enfin, ou disons au même nombre, eh ben le taux d'étrangers reste stable. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Oui, voilà. Donc ça, on nous a... Non, mais comment dirais-je, les statistiques avaient le culot de nous dire ça comme si c'était la vérité sans trucage. Ah bah, c'était ce démographe absolument infâme, Hervé Lebras, je crois, qui avait cette tendance à toujours faire mentir les chiffres de manière phénoménale, et qui continue d'ailleurs. Voilà, on accueille, je crois, l'équivalent de la ville de Rennes tous les ans d'étrangers, ce qui fait quand même à peu près entre 200 000 et 250 000 personnes, c'est pas rien. Mais soi-disant... c'est 500 000 ces derniers temps. Ah bah, allons-y, et a fortiori, mais soi-disant que le taux d'étrangers ne dépasserait pas 8%, alors 8-10% à peine. Tu parles, oui. Et alors, sans oublier, et là, c'est ce que je voulais dire aussi, je rejoins Xavier, c'est que tous ces étrangers qui se sont naturalisés rapidement, parfois, ont des grosses lacunes sur la compréhension du français. Effectivement, ça retarde énormément la scolarité des élèves de classe. Comment? Autochtones. Autochtones, voilà. Et non seulement ça, mais on le voit, alors ils sont français peut-être, mais après tout, peu importe, français ou étrangers, la moindre des choses, c'est d'apprendre le français. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas le connaître en arrivant, mais au moins qu'on exige qu'ils aient une maîtrise minimale de notre langue à partir du moment où ils prétendent à la nationalité française. Et on se retrouve, vous pouvez d'ailleurs le subir tous les jours dans beaucoup d'endroits, dans des magasins, dans l'administration, à la RATP, à la SNCF, où vous sentez que des personnes d'origine étrangère ont appris le français je dirais rapidement, et parfois rapidement, vous êtes gentil. Oui, enfin, c'est joliment dit. Enfin, en tout cas, non, mais c'est toujours pareil. Moi, je leur en veux pas. Moi, ça fait 60 ans que j'essaye d'apprendre l'anglais, mais j'y ai renoncé parce que j'y arriverai pas et puis ça m'intéresse pas. Mais eux, au moins, s'ils veulent vivre en France, ils devraient parler français. Mais comme on les naturalise, ils pensent qu'ils n'en ont plus besoin. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des incompréhensions énormes. Et ça, on n'ose pas le dire, mais dans beaucoup d'endroits, vous n'avez que des personnes pour les tâches subalternes qui parlent un français très, très approximatif. Notamment tout ce qui concerne les services de téléphonie, y compris dans les banques d'ailleurs, et qui peuvent s'adresser à des personnes parfois âgées et même moins âgées, où on ne comprend réellement rien. Ça devient kafkaïen. C'est déjà assez pénible d'avoir à taper dièse et 1 un peu partout tout le temps, mais quand en plus on tombe sur quelqu'un qui ne comprend réellement pas, c'est-à-dire qui débite un discours écrit, c'est effroyable. C'est effroyable. Et alors, vous êtes perdu et malheureusement, vous pouvez
pas le dire parce que vous passez alors pour un raciste. affreux raciste. Alors, il y a un point important. Alors, je rebondis sur ce que disait donc Xavier Van Lierde et Charles-Henri Deloy. 31% des immigrés présents en France sont sous-diplômés, ce qui est 3 fois supérieur à la moyenne du pays. Et il y a quelque chose que les études ne prennent pas en compte et que je trouve quand même grave parce que c'est un angle mort qui me semble important, c'est le nombre d'immigrés, enfin de gens qui sont devenus des Français et qui ne font plus partie de ces statistiques de l'immigration. Néanmoins, et ils ne sont pas français comme vous et moi, comme dirait l'autre, et ils participent quand même de cette partition, de cette logique. Là, il y a l'étude de l'Observatoire de l'immigration, le fait pour un point. C'est la part des jeunes nés en France de parents immigrés, donc qui sont devenus français, et dont les parents n'avaient pas d'emploi, ni de scolarité, ni de formation. Et eh bien, figurez-vous que le taux de reproduction de cette absence d'emploi se reproduit, c'est-à-dire qu'on a des générations, des dynasties de chômeurs et d'assistés sociaux. Donc, ils sont devenus français, ils entrent dans les statistiques des Français, mais en réalité, ils restent des Français d'origine immigrée et en fait, ils maintiennent les traditions, si je puis dire, de leurs parents. Et ça ne s'ajoute pas dans les statistiques officielles. Et c'est assez grave, néanmoins. D'autant plus pour ajouter, c'est qu'à la maison, ils parlent leur langue d'origine. Oui, d'autant plus. Non, mais ce qui montre aussi que... moi, je connais plein au guichet de la CAF, il peut y en avoir plein qui parlent un excellent français, qui défendent leur dossier avec beaucoup de brio, voilà, et qui restent des poids morts, et pour notre économie et pour notre société. Alors, on va passer à la suite, si on en a fini. Je ne sais pas si on a... Il y a beaucoup de... Oui, c'est surtout sur l'Iran. Alors, on va essayer d'avancer dans notre émission. Et là, on va d'abord écouter un petit message pour la radio et nous revenons après. Nous parlerons donc toujours d'immigration, nous parlerons des violences de la fête de la musique et éventuellement donc des grooming gangs si nous avons le temps. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, chers auditeurs, merci. Et alors, je tiens à dire un immense merci à tous les auditeurs qui nous ont soutenus pendant une très mauvaise passe. La mauvaise passe est surmontée, c'est grâce à eux. Donc, un immense merci vraiment. Je pense à certains... je pense à un couple d'ailleurs que j'ai rencontré dans un événement de TV Liberté qui, pensant m'y croiser, avait amené son chèque. J'ai trouvé ça extrêmement bienveillant et sympathique. Je les en remercie du fond du cœur. Et puis évidemment, on remercie quelques-unes de nos bonnes fées. Il n'y en a pas eu beaucoup. Elles se reconnaîtront parce que généralement elles ne veulent pas être citées. Mais voilà, ça nous a fait un bien fou. Et nous avons eu donc un certain nombre d'auditeurs qui se sont mobilisés pour venir en aide à Radio Courtoisie. Donc un immense merci à eux. Je regrette simplement une chose, c'est que autant on a assisté à une magnifique mobilisation des auditeurs, autant ce sont souvent, presque exclusivement, des anciens qui se sont mobilisés, c'est-à-dire que ce sont des fidèles. Et on reste sur cette idée que les nouveaux auditeurs n'ont toujours pas intégré l'idée que c'est eux qui nous aident à faire la radio. C'est-à-dire que notre indépendance dépend de leur soutien. Et là, j'aimerais dire quelque chose qui est assez important, parce qu'on en a parlé avec le conseil d'administration et avec certains proches. Et j'ai été approché ces derniers temps par différentes personnes qui voulaient apporter un soutien massif à Radio Courtoisie. Je parle de millions d'euros. Y compris pour moi, tout seul. Donc, en me disant que je pourrais partir vivre loin dans les îles et que je serais tranquille jusqu'à la fin de mes jours. C'était fort sympathique, mais à chaque fois, il y avait une obligation. Il s'agissait de soutenir un candidat qui a déjà eu, enfin, dont la parentèle a déjà eu une action en France. Bah écoutez, là, je viens de donner un petit indice. Et sinon, il s'agissait de soutenir une politique internationale
Ça ne se passait pas en Ukraine, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Et donc, à chaque fois, évidemment, j'ai dit non. Mais il se trouve que de grandes manœuvres ont commencé. Des officines, des groupes de pression sont en marche, ont des objectifs et sont prêts à approcher des médias alternatifs pour faire avancer des dossiers. Et parfois, les offres, encore une fois, sont vraiment impressionnantes. Alléchantes. Et il faut simplement oser dire non. Et pour ça, on a quand même vraiment besoin que les gens qui nous écoutent nous soutiennent. C'est vraiment vital. Voilà, donc je précise, nous n'avons qu'un seul mécène institutionnel, qui est ce grand patron catholique qui, une fois par an, nous apporte un grand soutien. Mais sa seule demande, à lui, c'est précisément que nous restions nous-mêmes. C'est vraiment sa seule demande. Et pour le reste, nos seuls mécènes, ce sont nos auditeurs. Et leur demande est rigoureusement la même, que nous restions nous-mêmes, que nous puissions débattre, que nous puissions nous quereller parfois, que nous puissions avoir des avis divergents, que les uns soutiennent l'Iran, les autres Israël, que les uns condamnent les États-Unis et que les autres les applaudissent, mais que nous restions ce que nous sommes et que nous n'uniformisions pas notre discours pour complaire à des bailleurs de fonds qui sont en fait des donneurs d'ordre. Donc ça, nous refusons vraiment fondamentalement. Alors, j'ai reçu un message. Alors déjà, merci, parce qu'on a reçu d'un seul coup beaucoup de messages de soutien. On va pouvoir les lire tout à l'heure avec Richard, comme on le fait régulièrement. Mais j'avais un message récemment d'un auditeur, je donne son nom puisque c'est manifestement un pseudonyme, qui s'appelle Philippe Marleau. Donc on aura reconnu évidemment Marleau, c'est transparent avec le détective américain, qui me disait, alors en plus c'est un monsieur que je pense connaître, un monsieur fort sympathique, et avec un regard très, très pétillant, et qui me disait récemment, enfin qui m'envoyait un message en me demandant si nous n'étions pas coupables d'investir trop d'argent au-delà de nos moyens pour nous développer. Je tiens à répondre que non, parce que nous avons cette obligation de nous développer. Il y a 3 ans, quand nous avons repris la direction de Radio Courtoisie n'avait plus investi depuis bien des années, et nous étions en train de mourir, je rappelle, c'est vraiment important. Il nous restait de quoi survivre pendant 6 mois, et ensuite c'était la clé sous la porte. Il ne restait rien en caisse. Et donc il a fallu se battre, il a fallu investir beaucoup de moyens, il a fallu créer ligne droite, il a fallu refaire le studio, il a fallu remobiliser les équipes avec nos patrons d'émission et faire en sorte que la radio se réveille. Et ça nous a remis au centre de l'attention. Récemment, c'est Xavier Van Lierde qui m'a envoyé un article du Monde où nous sommes maintenant cités dans le Monde comme un péril, évidemment, et tant mieux si nos ennemis nous détestent, mais c'est intéressant. Nous avons été attaqués dans l'Express, qui nous traite de France Culture d'extrême droite. Nous avons été attaqués dans Libération, votre pauvre serviteur en a pris plein la tête, mais c'est pas grave. Tout ça, ça montre que nous sommes sur le bon chemin, mais néanmoins, la concurrence existe. Ce sont parfois des amis, parfois un peu moins, mais ça existe, quoi. Et nous avons l'obligation de nous tenir à jour des nouvelles techniques, parce que ça, j'en parlais récemment à une fête fort sympathique, à un auditeur de Radio Courtoisie. Je connais, moi, des politiques ou des invités médiatiques, des gens un peu prestigieux, qui, en fait, utilisent leurs réseaux sociaux comme leurs propres médias. Et leur souhait, c'est de passer dans des télévisions ou des radios filmées, où la qualité d'image est performante, afin d'alimenter leur propre compte. Et certains d'entre eux me disaient, en fait, nous continuons à venir, mais vous devez vous tenir à jour, parce que sinon nous arrêterons de venir. C'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire c'est un monde concurrentiel, ce n'est pas un monde forcément toujours très amical, et je pense que les auditeurs doivent le comprendre, ce n'est pas un monde, encore une fois, un peu d'enfants, un peu de... Non, ça peut être parfois très rude, et même si... ce sont des gens bienveillants, ils vous disent bien droit les yeux dans les yeux, attention, garde-toi au sommet, sinon nous ne viendrons plus. Or, nous dépendons de la venue de ces gens pour faire vivre aussi notre antenne. Donc voilà, c'est très très important de bien comprendre ça. Donc nous avons l'obligation
de nous développer constamment. Voilà, j'arrête là avec le... On va lire peut-être, Richard, quelques messages de nos auditeurs. Quel est votre taux, Monsieur le Président, quel est votre taux de corruptibilité? Ah bah écoutez, là, vu ce que je viens de refuser, ça va, je suis content de moi. Non, mais c'est pour dire aux auditeurs qu'il faut donner encore beaucoup pour pas que vous soyez tentés. Ah bah non. Mais c'était conséquent, oui. Mais bon. Intéressant. Alors, un auditeur de Versailles, dans les Yvelines, nous envoie 120 € et nous dit « Je suis adhérent depuis 15 ans à notre radio, je vous adresse un don supplémentaire à mon prélèvement pour que Radio Courtoisie ne meure pas. » Eh bien, merci monsieur. Un auditeur du Rincy en Seine-Saint-Denis envoie 50 €. Voici un complément à la contribution afin que Radio Courtoisie perdure. Eh bien, merci à vous aussi. Voilà, ce sont des auditeurs doublement militants qui prennent la place de ceux qui ne donnent pas et on ne les remerciera jamais assez. Une auditrice d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, envoie 500 €. Alors en plus, c'est tout joli. Avec mes excuses pour ce retard de règlement et mes félicitations pour vos émissions. Voilà, chère madame, alors là, ne vous excusez pas, soyez au contraire grandement remerciés. Un auditeur de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, envoie 50 €. Longue vie à ma chère radio qui m'accompagne dans les bons et les mauvais jours. Eh bien, merci à vous, cher monsieur. C'est grâce à vous, en tout cas, si nous pouvons être là dans les bons et les mauvais jours. Merci aussi à cet auditeur de Condé-sur-Aisne, dans l'Aisne, donc, qui envoie 100 € pour contribuer à votre immense travail de réinformation et vous remercier de vos superbes émissions qui ponctuent mes journées, notamment lors de mes longs déplacements en voiture, puisque je suis consultant. Eh bien, cher monsieur, un immense merci et j'espère que nous pourrons encore longtemps vous accompagner sur la route. Et une auditrice de Paris, alors on ne précise pas dans quel département c'est, envoie 1000 €. Une petite dame qui écoute Radio Courtoisie depuis environ 32 ans, le matin au petit déjeuner, la journée en direct, en rentrant des courses ou du jardin. Eh bien, chère madame, merci, c'est extrêmement gentil. Et j'espère encore une fois qu'on pourra vous offrir de belles et bonnes émissions. Et voilà, que vous soyez... et même dans le jardin, si vous prenez maintenant un poste de radio qui se déplace, vous pouvez l'écouter dans le jardin. Bon, nous avons fini avec cette page courrier. Il nous reste à parler d'une enquête que nous voulons lancer, mais Xavier Van Lierde voulait s'exprimer. Oui, je voulais répondre à mon tour à cet auditeur et fidèle soutien qui s'inquiétait que nous investissions peut-être trop pour nous développer. Je voudrais simplement signaler que grâce au développement, notamment celui de la vidéo et donc de notre présence sur des réseaux sociaux comme YouTube, ça nous a quand même permis d'obtenir non pas 350 000 auditeurs de plus sur YouTube, mais 350 000 abonnés sur YouTube, c'est-à-dire des fidèles auditeurs supplémentaires. 350 000, ce n'est pas rien. Et je voudrais souligner également que parmi ces auditeurs, il y en a certainement beaucoup qui sont en province. Car si nous étions contentés de diffuser, c'est très important bien entendu de diffuser sur les ondes hertziennes, c'est-à-dire sur la bande FM, mais c'était pour les heureux auditeurs qui ont la chance d'habiter Paris, Cherbourg, Chartres, Caen, Le Havre ou Le Mans où nous sommes diffusés, mais tous les autres avaient un accès beaucoup plus limité, beaucoup plus complexe à nos émissions. Donc se développer, c'est aussi contribuer au rayonnement de nos idées. Le rôle de la radio, c'est de défendre la culture française, les valeurs de notre civilisation. Et bien, grâce à ces investissements, nous le faisons d'autant mieux auprès d'un public d'autant plus large. Donc financer et aider au développement de Radio Courtoisie, c'est bien entendu aider au rayonnement de nos idées. Je pense que ça méritait d'être rappelé. Absolument. D'autant que j'ai récemment rencontré une auditrice qui venait du Jura pour une fête justement à Paris également, avec qui j'ai pu discuter. Et récemment, un ami en déplacement au Congo m'a dit que le directeur de son hôtel à Kinshasa, donc, l'écoutait régulièrement tous les matins. Enfin, le matin. Donc, c'était quand même assez... Ça fait plaisir de voir que, effectivement, la radio peut toucher autant de monde et, précisément, ça passe par ce développement. Alors, est-ce qu'il reste des choses... Alors, il y a quelques messages d'auditeurs sur l'immigration, et sinon, l'Iran est en train de lancer des attaques de missiles sur les bases américaines au Moyen-Orient. Et merci à celui qui nous a informés en premier. Avec l'immigration, il faut ouvrir les deux yeux, mais les gagnants de l'immigration sont les immigrés et leurs employeurs au détriment de la classe moyenne. L'industrie automobile nippone a eu recours à la robotisation bien avant les années 90, dès 1977, avec un robot soudeur. Cela s'est traduit par une réputation de qualité, de zéro défaut. La France ne sait utiliser les progrès que pour emmerder ses citoyens, sous prétexte d'écologie de numérisation, en fait pour la surveillance totalitaire. Ah, vrai. Voilà. Et cette immigration incontrôlée est-elle voulue par l'oligarchie pour le grand reset, car les gouvernements connaissent bien les énormes problèmes que cela pose. Voilà. Bien sûr. Eh bien, vous avez raison.
Oui. Oui, bien sûr. Oui. On va passer au sujet suivant. C'est un sujet qui me semble assez important. C'est la gauche qui se prend le nez désormais sur la question de la prise du pouvoir. On sait depuis longtemps qu'existe une fondation qui s'appelle Terra Nova, qui affirme que pour prendre le pouvoir, justement, la gauche avait l'obligation d'abandonner le vote ouvrier, d'abandonner le vote du petit blanc, pour résumer, et de s'appuyer sur les diplômés des grandes villes et les minorités ethniques et sexuelles, en fait ce qu'on a appelé donc l'intersectionnalité des luttes, mais principalement donc sur ces bataillons d'électeurs venus de l'immigration. Et cette semaine, non, pas cette semaine, il y a quelque temps, mais cette semaine, c'était un dossier dans l'Obs qui est paru sur ce sujet. Alors, rassurez-vous, ils tiennent encore fortement à leur fantasme terranovesque, mais en revanche, ils commentaient une note abondamment téléchargée ces derniers temps de la fondation Jean Jaurès, donc qui est proche du PS, et qui, elle, démonte toutes les théories de Terra Nova, et qui cite, donc je les cite, il est temps de solder l'héritage de la fameuse note Terra Nova, la stratégie consistant à acter la séparation de la gauche avec les classes populaires au profit d'une nouvelle alliance entre diplômés et minorités de quartiers populaires sera un échec politique, sans même entrer dans un débat philosophique sur la rupture ontologique qu'elle signerait pour la gauche. Constatons simplement que, si elle peut être gagnante à l'échelle locale, cette stratégie est intrinsèquement inefficace parce que mathématiquement minoritaire sur le plan national. Et ils ajoutent la focalisation sur les enjeux sociétaux éloigne la gauche de ces catégories. La gauche n'est pas de ces catégories, donc il y a le vote populaire et notamment le vote des personnes âgées blanches, qui en gros actuellement votent Macron. La gauche n'est pas la seule responsable de cette situation. Ces sujets identitaires, alors, évidemment, sont poussés volontairement par l'agenda réactionnaire, c'est nous. Donc, oui. On pousse l'agenda là, chaque jour. Pour cliver et faire peur. Ouh. Ces sujets sont par ailleurs aussi parfois des questions d'injustice longtemps mises de côté, forcément. Mamadou a eu une enfance malheureuse, et auxquelles seule la gauche peut apporter une réponse. Ça va de soi. Mais la gauche doit mieux comprendre la bataille politico-médiatique qui se joue et qu'elle perd. Voilà. Alors, c'est génial quand la gauche explique qu'elle perd la bataille médiatique, parce que parfois on désespère un peu quand même. Eh ben, pas du tout. La gauche, voilà, il a suffi que Bolloré rachète Europe 1 pour que la gauche ait l'impression d'être totalement perdante. Et que Radio Courtoisie fasse une matinale. mais oui, voilà. C'est une très bonne transition avec ce que vous venez de dire sur Radio Courtoisie, parce que le but de Radio Courtoisie n'est pas de faire de la radio pour de la radio. Nous ne sommes pas une radio commerciale. C'est pas, comme disait le PDG de Coca-Cola, de vendre du temps de cerveau libre pour essayer de fourguer une marchandise. C'est rigoureusement le contraire. C'est pour ça que nous n'avons pas de pub. Exactement. C'est faire de la métapolitique, c'est-à-dire d'infuser dans les esprits des idées, de dire alors la vérité. Je prétendrai pas que ce soit toujours la vérité avec un grand V, mais au moins rectifier les dogmes de la gauche qu'on nous assène depuis plus maintenant de 80 ans, et que maintenant, heureusement, on peut parler, tout à l'heure on avait parlé d'immigration, on peut en parler, j'allais dire, calmement, sans s'étriper, sans se faire traiter de nazi, parce que finalement, avant de pouvoir influer sur les élections, et, il faut que les idées pénètrent les esprits. Or, on ne peut pas dire qu'on soit très aidé dans les milieux culturels, le milieu de l'éducation, parce qu'il y a encore, hélas, et ça je le vérifie malheureusement tout le temps, c'est que dans les milieux culturels, dans les milieux de l'éducation, dans les milieux de presse, vous avez encore une espèce de dogme tenace pour toujours être du côté de la destruction de tout ce qui est français, de la haine du français. Et malheureusement, ce sont des gens qui sont nés en France, de parents français, mais qui sont toujours espèce dans une haine d'eux-mêmes. Et tant qu'on ne s'en sera pas débarrassé de ces gens-là, ma foi, on aura encore du mal à être, je dirais,
comment dirais-je, banalisé dans le paysage politique français. Moi, ce qui me Alors, fascine Xavier dans- Van Leer, dans- cette note, donc Ouais. la Oui, cette gauche note qui prend qui- conscience de l'immigration. Oui, Enfin, alors, du je ne sais rôle- pas si elle prend, je sais pas si elle prend tellement conscience de l'immigration, comme le résumé donné, j'imagine l'introduction de cette étude de la Fondation Jean Jaurès le dit elle-même. Ce qui est surtout mis en avant, c'est l'échec électoral et politique de la stratégie intersectionnelle qui consistait à additionner des publics diversifiés pour C'est finir ça. par constituer une majorité. Voilà. Et Alors, surtout deux comprendre observations. qu'en fait, ces minorités ne peuvent pas se saquer. Hein. C'est pas ce qu'ils disent texto, Oui, mais il y a de ça. mais c'est Il y a- qu'en il y a de gros, ça, mais pas que ça. essayer d'amalgamer les LGBT avec Oui. les défenseurs du Hamas, c'est pas jouable. C'est l'échec pour le PS. Hein. Oui, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Alors d'une part, je pense que la Fondation Jean Jaurès propose au PS d'avoir un discours alternatif parce que en réalité, cette stratégie intersectionnelle a été radicalisée par LFI et l'extrême gauche, tant et si bien qu'elle s'est faite. Elle s'est réalisée en réalité avec un certain succès, mais contre le PS et au profit d'une EPA de Mélenchon. Et que, du coup, il faut une stratégie de rechange pour le PS, puisque en réalité, quand on fait de la stratégie intersectionnelle, il faut draguer ces publics-là. Ils sont tombés face à un os qui est celui que, les publics, disons immigrés, islamisés, en demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que le PS peut, en tout cas sous la direction de Glucksmann, leur en donner. Donc ça, c'est la première observation. Mais l'autre, qui est beaucoup plus générale, c'est que il est assez fascinant de voir quand même une note grand public comme ça parler de façon aussi transparente d'un programme en fonction de sa possibilité de succès. Je m'explique. Il fut un temps où les partis politiques défendaient une vision du monde, une conception du bien commun pour l'ensemble de la société et faisaient en sorte que la société se rallie à cette vision, ce qui permettait de la mobiliser, de créer du lien et de l'harmonie, et de faire en sorte que la société dans son ensemble fonctionne. Ici, même si cette note va à l'encontre de la note de Terra Nova, il s'agit de trouver un bricolage Une martingale. programmatique Oui, oui. d'une autre nature, mais qui reste un bricolage programmatique où on calcule, oui, mais si je donne ça, je perds les retraités, si je donne à Paul, allez, on va plutôt dire, si je donne à Walid, je perds Paul, et comment on peut faire ces petits réglages. Alors, il y a probablement une fatalité qui vient des techniques de sondage qui sont de plus en plus précises et qui permettent donc du coup de faire des réglages extrêmement fins dans la constitution des majorités, mais c'est quand même un petit peu, d'une part, c'est un petit peu cynique, triste et froid, et d'autre part, probablement, je pense qu'à la fin, du moins j'espère, eh bien c'est tellement peu enthousiasmant que ça finit par patiner et à désintéresser les foules et à créer de la frustration. Et j'en veux pour exemple, c'est que je crois qu'à l'Élysée, il fonctionnait essentiellement comme ça. C'est-à-dire que en même temps macronien, on ne cherche pas la cohérence, on cherche sans cesse des additions oui. successives et qui peuvent être contradictoires et qui évidemment ne sont pas guidées par une vision de quelque nature que ce soit. Et à la fin, c'est embrouillé, c'est illisible et c'est foncièrement désespérant. Donc ce qu'il faut, pour le coup, espérer de notre côté, et certainement y contribuer, c'est revaloriser cette idée de bien commun au service de la société. On en revient à Radio Courtoisie. Cette idée de bien commun, évidemment, figure au cœur de notre projet, mais je suis persuadé qu'à la fin, face à ces petits tripatouilleurs, eh bien, une idée comme celle-là peut emporter l'adhésion des foules et de ceux qui ont encore un petit peu conscience de n'être pas seulement défenseurs de leurs propres intérêts catégoriels ou individuels, mais membres d'une communauté un peu plus vaste qui les dépasse et qui est appelée à perdurer. Charles-Henri ? Oui, alors effectivement, l'addition des minorités ne fait pas forcément une majorité cohérente. Alors, effectivement, on ne va pas allier ceux qui défilent le cul à l'air pendant les Gay Pride et puis les musulmans radicaux, ça c'est certain, mais c'est surtout que maintenant, les gens quand même font attention au programme des partis politiques. Les communistes d'autrefois qui votaient donc communistes pour des raisons
pas seulement idéologiques, mais par rapport à leur train de vie, ont vu on se sont rendus compte que la gauche avait massacré leur outil de travail. Ils aimaient bien dire qu'ils étaient défenseurs de l'industrie, et c'est vrai, ils défendaient pour cause leur outil de travail. Ils se sont rendus compte que la gauche avait totalement, comment dirais-je, démoli l'industrie. Donc, évidemment, ils se sont tournés vers le Rassemblement national, aux grandes dames des socialistes, qui auraient peut-être aimé les récupérer, mais tant pis pour eux. Et même des immigrés de première génération, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés dans les années 60-70, j'en connais, qui votent, qui sont français maintenant et qui votent Rassemblement national, parce qu'ils en ont marre d'être assimilés aux petites racailles d'aujourd'hui. Donc, c'est un mauvais calcul, effectivement, d'avoir joué sur l'addition des minorités. Et alors, pour compenser la perte d'audience parmi les couches populaires, comme on disait du temps de Georges Marchais, ils ont effectivement essayé d'avoir ce qu'on appelle les bobos de façon commode, Ramassé. bourgeois bohème. Et il y a des thèmes transpartisans qui peuvent toucher à peu près toute couche de société. C'est l'environnement, évidemment, l'écologie. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que cette gauche socialisante, cette gauche bourgeoise s'est transformée un petit peu en gauche de l'environnement. Et l'écologie est le cheval de Troie d'une gauche plus ou moins extrémiste et qui peut séduire encore des gens qui croient que c'est la fin du monde si on n'adopte pas tel et tel mode de vie. Et j'en veux pour preuve que moi, je discute parfois avec des gens qui sont pas du tout de gauche, mais qui disent « Ah bah oui, mais là quand même, s'il n'y avait pas eu les écologistes aujourd'hui, les rivières seraient encore polluées, etc. etc. » Alors évidemment, quand on s'érige en protecteur de la planète, ça marche encore. Alors, en deux mots, ensuite on passe à la fête de la musique pour traiter quand même ce sujet en quelques minutes. En deux mots, donc, est-ce que selon vous, cette note de la Fondation Jean Jaurès qui prend en compte l'immigration à gauche et l'insécurité d'ailleurs, dans un raccourci assez paradoxal pour des gens qui considèrent que ça n'est pas corrélé, bonne ou mauvaise chose? Richard? Bonne chose, puisqu'il y a clairement l'aveu d'un calcul purement électoral et purement numérique, donc ça c'est très bien. Mauvaise chose parce que la gauche va une fois de plus réussir à se dédouaner de ses propres erreurs avec un cœur médiatique qui bientôt va expliquer qu'il est bien normal de lutter contre l'immigration. Et donc aucun bénéfice pour les partis de droite. Charles-Henri, en deux mots? Je suis assez d'accord, avec quand même un petit avantage. Je dirais que c'est une bonne chose, ne serait-ce que pour ouvrir les yeux de certains grands naïfs. Xavier, en deux mots aussi? Alors moi je pense que c'est une manœuvre et que c'est une façon pour la gauche de faire croire qu'elle a compris le problème et qu'en réalité, comme derrière elle va venir avec des solutions totalement périmées, on va simplement perdre du temps. C'est-à-dire que face à l'immigration, il faut comprendre maintenant qu'on ne la résoudra plus avec les méthodes et les mots d'ordre et les solutions des années 80. Or leur prise de conscience à gauche consiste à promouvoir les solutions dites des années 80 à coup de rêves assimilationnistes. C'est évidemment au-delà ce rêve est déjà devenu un cauchemar en réalité. On l'a déjà, oui. Alors, dernier sujet, en quelques instants. Alors, juste avant, évidemment, un auditeur de Radio Courtoisie tient à nous faire savoir, ce qui est évident, que toutes les personnes âgées ne votent pas Macron, heureusement. Ah bah absolument, oui. Notamment ceux qui écoutent Radio Courtoisie. Enfin, j'espère en tout cas qu'il n'y en a pas beaucoup qui votent Macron. C'est grave. Non, en tout cas, ceux que je rencontre, ça n'a pas l'air d'être leur cas. Alors, fête de la musique, donc. Ça nous ramène un peu à ce qu'on vient de dire sur la Fondation Jean Jaurès et ce qui se passe. Donc des centaines de personnes aux urgences, des tentatives de meurtre, des personnes poignardées ou lynchées, l'inévitable séquence des voitures brûlées, des incendies volontaires, les pillages de magasins, des vidéos mais ahurissantes de Châtelet où on se serait cru, mais à Kinshasa pendant une révolution. Samedi, donc, la fête de la musique a viré au drame, comme une vulgaire soirée de match de football. Les réseaux sociaux regorgent de scènes de bagarres, d'exactions, de provocations. Et évidemment, ce n'est pas un effet de loupe, si l'on en croit le bilan du ministère de l'Intérieur.
Alors, êtes-vous allé au spectacle déjà? Et que pensez-vous de la fête? Et comment expliquer surtout cet ensauvagement? Parce que moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas d'idée sur le sujet. Elle est bonne. Sans blague. Vous écoutez pas assez Radio Courtoisie. Non, mais effectivement, les statistiques judiciaires sont absolument parfaites. Là, je cite le bilan officiel, enfin à date, parce que avec un peu de chance, ça va changer du ministère de l'Intérieur. 371 interpellations, 326 en 2024, dont 89 à Paris, 305 gardes à vue, 222 en 2024, dont 81 à Paris. Et 14 participants blessés en urgence absolue et 1457 en urgence relative. Comme le dit une blague qui circule en ce moment sur les réseaux, on a réussi à faire plus de blessés en France que les États-Unis n'ont réussi à en faire en Iran en balançant leurs bombes. Voilà. On est, c'est absolument stupéfiant. On a réussi à faire en sorte que la préfecture de police elle-même soit obligée de constater le désastre. Je n'y suis pas allé parce que c'est un devoir que je me fais depuis que Jack Lang l'a lancé. En fait, non seulement je prise peu la musique, mais alors en plus quand ce sont des amateurs qui massacrent des airs en permanence à la terrasse de chaque café en m'empêchant de boire tranquillement quoi que ce soit que j'ai envie de boire ce jour-là, c'est pénible à souhait. Et en plus, depuis quelques années, c'est devenu un coupe-gorge. Dire aujourd'hui, on s'en rend compte, mais il y a des rues qui sont tout bonnement vraiment inaccessibles. On ne peut pas faire en sorte de faire un pas dehors sans risquer 1000 choses et au minimum de se faire insulter et surtout de se sentir profondément étranger dans son propre pays, ce qui est vraiment une sensation extrêmement désagréable. Charles-Henri, êtes-vous allé écouter des groupes? Non, pour Non. la bonne raison la même que Richard. Vous voyez comme quoi on peut se retrouver, mon cher Richard. C'est que je me souviens encore des années 80 où j'allais écouter des corps de chasse sur les quais de Seine. C'était le bon temps, comme on dit. Et puis maintenant, c'est effectivement devenu la fête de n'importe quoi, du bruit et de la violence, mais comme tout rassemblement, parce que moi, je soutiens encore que c'est une guerre civile à bas bruit qui s'exprime dès qu'il y a des rassemblements populaires. Mais là où c'est amusant, c'est que même Émeric Caron s'en est rendu compte. Je ne sais pas si vous avez... Pour de mauvaises raisons, par contre. Oui, pour de mauvaises raisons, mais il essaye de dire en gros, c'est plus ce que c'était, parce Maintenant, que c'est voilà, bruyant. voilà, il réagit comme un vieux con maintenant, faut lui dire. Émeric Caron vieillit et maintenant il dit même oh, ce n'est plus une fête familiale, maintenant c'est n'importe quoi, des CD, enfin on passe de la musique commerciale, ce n'est plus une vraie fête de la musique. Alors si Émeric Caron le dit, c'est que vraiment Ça il y doit a commencer une à être vrai. euphémisation des esprits. Xavier, est-ce que vous êtes sorti dans le Vaucluse? Non, j'avais un anniversaire, donc je Ah, je vous ne aviez pouvais une pas être, excuse. présent, mais sinon, il m'arrive d'aller participer à des fêtes de village qui restent tout à fait correctes. Bien entendu, je n'aurais pas été à Avignon où on aurait retrouvé le même genre de scénario qu'à Paris. Et scénario de Paris, je rejoins Charles-Henri Deslois, je pense que nous assistons Quelle désormais concorde aujourd'hui. à chaque effectivement occasion de manifestation, à une occupation volontaire de l'espace public, à une appropriation de l'espace public par des foules qui en quelque sorte ont conscience instinctivement de participer à des démonstrations de force et qui jouissent de la force qu'elles se découvrent. Et plus elles découvrent cette force, plus elles découvrent leur impunité, plus elles découvrent la façon dont elles peuvent soumettre les autochtones qu'elles croisent en ces occasions, et plus évidemment elles prennent goût à ces démonstrations. Je pense que ce sont des répétitions un peu scénarisées, théâtralisées de quelque chose qui pourrait basculer dans une authentique guerre civile, Ouais. si tant est que l'on considère que ce sont nos concitoyens. Voilà. Oui, une De guerre en tout fait, cas. nous Oui. sommes assignés à résidence et des milliers de gens comme nous sont assignés à résidence. Oui. Donc on Voilà, peut... mais par quelque chose qui est c'est l'insécurité mise au service d'une démonstration C'est ça. de force. La question Force maintenant, groupe. c'est comment en sortir. Ça ne semble... On a l'impression que la société multiculturelle nous a imposé maintenant un état de fait dont on ne pourra pas sortir. Alors, je pense qu'il y a vraiment une erreur à ne pas commettre, c'est justement d'envisager ces événements-là ou ceux qui suivent le match de football, peut-être le 14 juillet. Le 14 juillet, dans une quinzaine de jours,
comme simplement sous l'angle technique du maintien de l'ordre. Bien sûr, il faut maintenir l'ordre, bien sûr, il faut reconquérir ces territoires et ne pas baisser la garde devant ces manifestations, mais il faut surtout aller à la source, c'est-à-dire que c'est la conséquence d'une immigration massive. Voilà, d'une immigration massive, et à mon sens, c'est la quantité qui a changé la qualité de ces gens, et donc la seule façon de reprendre le contrôle, c'est de faire baisser la quantité, et la façon de faire baisser la quantité de gens qui ne se sentent pas français en France et qui entendent soumettre les autochtones, eh bien, s'appelle la remigration. On ne pourra pas éviter ce genre de situation sans une part de politique de remigration. Après tout, que les Français restent maîtres chez eux et majoritaires chez eux, je ne vois pas en quoi ce serait si scandaleux et pourquoi il faudrait se justifier de quelque chose d'aussi évident, si spontané, évident, enfin, de l'ordre de naturel. Je coupe la parole parce que malheureusement notre émission touche à sa fin, sauf si j'irais peut-être un courrier. Nous sommes dans une guerre de civilisation, tout simplement. Bon, eh bien, écoutez, je crois que cet auditeur a tout dit et résumé l'esprit de notre pensée. Merci Richard de Sèze, merci Charles-Henri Deloy, merci Xavier Van Lierde, merci aussi à Jean-Yves que nous avons perdu en route parce que sa connexion dans les Alpes ne devait peut-être pas être assez bonne. Souvenez-vous, voilà, la seule vraie solution, c'est de les renvoyer chez eux. Merci, à la semaine prochaine.